20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite le consensus enfin trouvé sur le lieu d'inhumation de Sidi Lamine Niasse. D'après les dernières informations, le corps, toujours à l'hôpital principal, devrait être acheminé à Kaolack d'un moment à l'autre. Et puis Aïda Mbacké placée sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le juge d'instruction. Elle va passer sa première nuit à Rebeuss. Face à l'autorité, elle aurait fortement regretté son acte et aurait déclaré être souffrante depuis le drame. Journée noire à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en cause l'insécurité avec une histoire d'enlèvement qui a fini par créer la psychose au sein du campus. Une enquête vient d'être ouverte par la police. Inauguration du musée des civilisations noires ce jeudi, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président Macky Sall. L'inauguration du joyau intervient dans un contexte où progresse l'idée de restituer au continent africain son patrimoine culturel. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite sur Kaolack. C'est pour y retrouver notre correspondant sur place, Ibrahima Diamé. Ibrahima, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, d'après les dernières informations obtenues, eh bien, un consensus aurait été enfin trouvé et la dépouille mortelle de Sidi Lamine Niasse devrait être acheminée à Kaolack d'un moment à l'autre. Voilà, donc c'est vous qui nous l'apprenez, mais certainement la plupart des fidèles qui sont là n'ont pas encore cette nouvelle qu'ils attendaient depuis, en tout cas hier. Déjà, il faut retenir que Sarah, une tombe a été déjà préparée pour Sidi Lamine Niasse au niveau du mausolée de El Hadji Ibrahima Niasse, le défunt calife décédé donc l'année dernière. Donc c'est une nouvelle qui va libérer certainement tous ces fidèles qui sont là actuellement devant la grande mosquée de Medina Baye, à côté de la tribune officielle. Certainement, ils vont recevoir l'information d'un moment à l'autre parce qu'un groupe de jeunes, de talibés, s'était formé tout à l'heure pour prier pour que le Sidi Lamine Niasse, son corps soit rapatrié ici à Kaolack et donc inhumé à côté de son grand frère El Hadji Ibrahima Niasse, décédé donc l'année dernière. Donc, Sarah, il faut retenir également qu'auparavant, la police était venue ici au niveau de la grande mosquée et a fait un passage également au niveau du domicile du calife jusqu'au mausolée pour faire une visite. C'était certainement pour préparer donc la venue du corps de Sidi Lamine Niasse ici à Kaolack. Donc vous avez donné la bonne nouvelle que beaucoup de fidèles attendaient donc la bonne nouvelle, c'est justement Sidi Lamine Niasse sera finalement inhumé ici à Kaolack. Merci beaucoup Ibrahima Diamé qui va donc suivre pour nous cette information et nous la rapporter certainement dans nos prochaines éditions. Et donc finalement il n'y a pas eu de levée du corps tel que c'était prévu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. La dépouille de Sidi Lamine Niasse était encore à la morgue ce matin lorsque nos reporters sont partis à l'hôpital et autour de l'hôpital justement un important dispositif sécuritaire. Les détails c'est avec Fatou Bintou Conté. Ceux qui s'attendaient à assister à une levée du corps ce jeudi matin à l'hôpital principal de Dakar ont vite déchanté. La dépouille du président du groupe Walfadjri était toujours à la morgue du hôpital. Le corps de Sidi Lamine Niasse n'avait pas encore quitté Dakar le matin. D'ailleurs, un dispositif sécuritaire important était dans l'enceinte comme aux abords de la morgue pour éviter d'éventuels troubles, comme ce fut le cas hier. Durant des heures, la foule s'était massée devant cet hôpital en attendant le corps, qui jusque-là, personne ne sait où il sera inhumé. Proches et amis de Sidi Lamine Niasse restent divisés. Un camp favorable à l'enterrement de ce dernier à Dakar et l'autre camp à Kaolack. Aïda Mbacké placée sous mandat de dépôt ce matin, accusée d'assassinat. Pour rappel, Aïda Mbacké, c'est cette femme qui a donc tué son mari dans leur chambre au Mariste. La dame qui, d'ailleurs, aurait avoué lors de son audition, son face-à-face avec le juge d'instruction ce matin, qu'elle aurait regretté son drame et qu'elle serait souffrante depuis lors. Reportage Aïssatou Gueiba et Pape Sangone Mbaye. Le juge du 8e cabinet du tribunal de grande instance de Dakar envoie Aïda Mbacké en prison. La dame qui avait brûlé son mari Khadim Ndiaye est poursuivie pour assassinat selon son avocat. Cela veut dire qu'on lui reproche d'avoir commis un meurtre dans le calme de la préméditation.
Nous sommes en phase d'enquête toujours, parce que le juge d'instruction est un enquêteur qui enquête à charge et à décharge. La dame Aïda Mbaké ira en prison au camp pénal cet après-midi. L'inculpé aurait regretté son geste mortel devant le magistrat instructeur. Le trouble à l'ordre public ne s'est pas encore estompé. Il s'agit que c'est des faits graves qu'elle regrette d'ailleurs d'avoir commis, d'autant plus que c'est sur la personne de son défunt mari qu'elle aimait beaucoup. Et jusque-là, ce que moi je vous parle, elle n'arrive pas à saisir la portée de l'acte qu'il a eu à poser sur son mari, à la personne de son mari. Aïda Mbaké passe ainsi sa première nuit à la maison d'arrêt des femmes de Liberté 6. Elle, qui a accouché quelques jours après avoir tué son mari. Je vous l'ai annoncé en titre, journée noire à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pas de cours ni de stage au sein de la faculté. La principale raison évoquée est bien l'insécurité sur les lieux. Une femme enlevée le mercredi 28 novembre passé aurait été retrouvée à Thiès. Pour l'instant, la police mène l'enquête. Le président de la faculté de médecine invite l'État à discuter et trouver des solutions face à ce fléau qui persiste au sein du campus. Reportage avec Aïssatou Gueye et Pape Sangone Mbaye. La situation face à laquelle l'université est aujourd'hui, c'est une situation qui est déplorable, c'est une situation qui est alarmante. Les étudiants ne se sentent pas en sécurité, aussi bien dans le campus pédagogique que dans le campus social. Nous remarquons que l'axe de Claudel n'est pas suffisamment éclairé, aussi bien que l'axe du couloir de la mort. C'est face à cela, le mercredi passé, un étudiant de la faculté de médecine a été victime d'enlèvement. Et nous ne pouvons pas concevoir le campus pédagogique où l'étudiant devait venir pour acquérir du savoir, où l'étudiant devait cultiver la connaissance, qu'il soit victime, qu'il soit assailli par des malfaiteurs de nature inconnue. Donc nous déplorons cela jusqu'à la dernière énergie et nous disons à l'autorité de réagir face à cette situation-là. Et je rappelle, nous avions déposé une plateforme revendicative pour dire aux autorités de réagir face à cette situation, mais nous remarquons à notre plus grande surprise, rien n'a été fait. Et nous donnons aujourd'hui aux autorités un ultimatum d'une semaine. S'ils ne nous appellent pas pour trouver des solutions face à cette situation, nous allons passer à une vitesse supérieure. Nous allons passer à une vitesse supérieure. Je rappelle qu'il y a toutes les amicales de l'université Cheikh Anta Diop qui sont réunies pour déplorer cette situation. Inauguration du musée des civilisations noires ce jeudi matin. Le joyau a accueilli en même temps sa première exposition temporaire inédite en Afrique de l'Ouest. Plusieurs invités venus d'un peu partout du continent ont communié dans ce lieu qu'ils souhaitent contemporain. Aïssatou Paye pour leur compte rendu. Il est enfin là, le musée des civilisations noires. À la volonté du président poète Léopold Sédar Senghor, réaliser une nouvelle page de l'histoire de la civilisation africaine s'ouvre. Un patrimoine universel au moment même où l'on parle de restitution des œuvres africaines. Le musée des civilisations noires traduit notre attachement commun au respect de l'égale dignité des cultures et des civilisations, et à la sauvegarde de la diversité culturelle du monde. Nous savons les enjeux liés au sujet. Je souhaite que l'acte posé par le président Macron ouvre la voie d'un dialogue serein et apaisé sur le rapatriement du patrimoine africain. Un patrimoine africain, oui, tourné vers l'avenir, foyer de vie intellectuelle destiné à promouvoir l'éducation et le savoir. Nous y voilà pour un nouveau départ. De nouvelles conquêtes au service de l'humain s'ouvrent à l'horizon avec l'érection en terre africaine au Sénégal du musée des civilisations noires. La symphonie qui s'écrit depuis l'historique congrès des artistes et écrivains noirs tenu à la Sorbonne en 1956 s'achève avec cette belle note architecturale au cœur de Dakar. Le moment ne pouvait être mieux choisi pour le chef de l'État de mettre en place des projets culturels. J'attache du prix à la revalorisation significative du secteur culturel. Je voudrais vous annoncer, s'il plaît à Dieu, que j'entends construire
le mémorial de Gorée porte du retour à partir du deuxième semestre de l'année 2019, s'il plaît à Dieu, ainsi que la construction du Palais des Arts avec la rénovation de l'ancien palais de justice, les plans étant déjà réalisés. Nous allons engager les grands chantiers culturels du Sénégal. Moment de fête et de communion, le temps d'une inauguration, l'Afrique se retrouve autour d'un même objectif, la renaissance culturelle de ce continent. 37 milliards, c'est le coût de la construction de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim. La pose de la première pierre de l'édifice a été faite par le khalife général des Mourides en compagnie de toutes les familles du fondateur du mouridisme sur 24 hectares. Le temple du savoir est composé de plusieurs bâtiments avec l'enseignement de l'agriculture, entre autres filières qui seront donc disponibles au niveau du campus. Les fidèles mourides ont été invités justement à participer au financement de cette université. Reportage signé Abul Faye et Mardia. 37 milliards de francs CFA dégagés pour la construction de ce temple du savoir religieux. Touba démarre le chantier de l'université Cheikh Al-Hadim. Je confie à ceux qui viendront de ne jamais baisser les bras. Le travail doit toujours continuer pour avoir la bénédiction de Serigne Touba. Ces œuvres doivent triompher partout dans le monde. Sur un périmètre de 24 hectares, l'université va ériger plusieurs bâtiments. Il y aura 9 bâtiments pour l'enseignement coranique sur 3,5 hectares. Ce qui est du majalis, pareil, mais il se fera sur 5,5 hectares. Le dernier est consacré aux autres métiers et aura 26 bâtiments qui seront construits sur un périmètre de 12 hectares. Différentes filières vont être enseignées à l'université, parmi l'agriculture, les sciences modernes, entre autres. En dehors de l'enseignement religieux, il y a des métiers de la vie qui vont être enseignés ici. Nous pouvons citer entre autres l'agriculture, l'informatique et même les sciences modernes. Une campagne de collecte de fonds est lancée avec à la clé l'ouverture de 5 comptes bancaires. Les disciples qui mettront leur argent ou leur force, seul Serigne Touba va les récompenser. Et cela se fera également sentir sur leur famille. Et c'est pour assurer des disciples des bienfaits. Le calife a fait ouvrir des comptes bancaires pour faciliter les cotisations des disciples. Les numéros de compte sont disponibles et partout où vous êtes, vous pourrez envoyer l'argent. La pose de la première pierre a mobilisé plusieurs acteurs avec un appel à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba pour la réalisation de ce temple du savoir dans 24 mois. Allez, parlons tout à fait autre chose. À présent, l'électricité, une denrée rare dans les établissements scolaires de la région de Kolda. Les écoles de Kolda électrifiées peuvent se compter sur le bout des doigts, un facteur qui ne favorise naturellement pas la qualité des enseignements et ne milite pas en faveur de la promotion de l'apprentissage des matières scientifiques. À côté de ce manque criard d'électricité dans les écoles, il y a aussi celui des bibliothèques et des salles de lecture. Reportage Abdoulaye Diallo. L'électricité est considérée comme un luxe dans les écoles de la région de Kolda à cause de sa rareté dans ces temples du savoir. Les établissements scolaires électrifiés peuvent se compter du bout des doigts. Ce facteur ne favorise pas la qualité des enseignements apprentissages où par endroits élèves et professeurs se lancent dans la débrouillardise pour donner ou acquérir un savoir. Pour réduire ce gap, des partenaires de l'éducation ont électrifié des établissements scolaires de Kolda, dont le collège de Saré Bilali. C'est un luxe. Parce que nous sommes très loin de l'électrification. Je crois que même le dernier quartier de Kolda, Saré Moussa, n'a pas encore l'électricité. Si nous, ici, on parvient à avoir l'électricité, c'est une chance et un luxe. Nous remercions beaucoup le peuple américain parce qu'ils ont doté l'OCM
un panneau solaire, plus des ventilateurs. Tous les élèves qui n'ont pas la lumière à la maison peuvent venir la nuit, ou bien on peut faire des cours de renforcement la nuit jusqu'à des heures tardives pour faire des révisions. Ce manque d'électricité dans les établissements scolaires qui est plus accentué en zone rurale va à l'encontre de la politique de l'État du Sénégal dans la promotion de l'enseignement des matières scientifiques. Étant donné que parfois, même si on fait des tirages, on est obligé d'aller jusqu'à Kolda pour imprimer quelque chose, ou même parfois d'avoir l'électricité, de maintenir nos ordinateurs en marche, on avait des difficultés. Si la batterie est à plat, on risque d'arrêter et d'attendre jusqu'à ce qu'on soit à Kolda, qu'on recharge et qu'on revienne avec. À côté du manque d'électricité dans les écoles, il y a aussi celui des bibliothèques et des salles de lecture. Les élèves de Kolda perdent beaucoup de temps une fois qu'un enseignant est absent. Pour faute de salles de lecture, les administrations des écoles sont obligées de libérer les élèves. Dans ce cas de figure, nombreux parmi ces établissements sont à côté des routes nationales. Dès lors que les élèves ne sont pas en classe, ils envahissent ces routes. Alimentation en eau potable dans Dakar, sa banlieue, mais aussi Thiès. Le réseau sera bientôt mis en service. Les travaux avancent à pas de géant, selon le directeur général de la SONES, Charles Fall. Charles Fall et des responsables de la Banque islamique de développement ont justement visité les chantiers de Thiès à Méré pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Un projet de 87 milliards financé par la Banque islamique de développement. Je vous propose d'écouter le DG de la SONES qui affirme que dans quelques temps, Dakar ne connaîtra plus de coupure ni de pénurie d'eau. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et Saïlatia. Le directeur général de la SONES et les responsables de la Banque islamique de développement ont visité les différents chantiers du programme d'alimentation en eau potable de Dakar, de Thiès à Méré. Ils se sont rendus compte de l'état d'avancement des travaux. Le directeur général de la SONES assure et rassure, bientôt Dakar, la banlieue et Thiès seront bien approvisionnés en eau potable. Il n'y aura pas moins de 1140 km de réseau de distribution qui seront mis en œuvre. Et tout ceci, c'est pour permettre à près de 4 millions de personnes, et dont 1 million au moins de personnes complémentaires, à accéder à l'eau potable. L'objectif de ce projet, c'est que les gens aient de l'eau 24 heures sur 24. Cette composante sera achevée et prête à mise en service d'ici juin 2019. Le responsable du département des infrastructures économiques et sociales de la Banque islamique de développement se dit optimiste par rapport au délai d'achèvement des travaux. Tout est en bonne voie par rapport à ce que nous avons vu ce matin. Donc je pense que aussi il faut noter la qualité des travaux. Pour ce projet, je pense que nous sommes à 87 milliards de francs CFA, financés par la BID. De Ngaye Méré à Thiès, les travaux se déroulent normalement et à terme, les coupures et pénuries d'eau, selon les autorités, ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Et puis à J-1 du premier anniversaire de l'AIBD, une série de reportages consacrés justement à l'infrastructure d'aujourd'hui donc à demain soir. Celui de ce soir parle du ralliement de l'aéroport international Blaise Diagne qui reste toujours un casse-tête pour chauffeurs de taxi et passagers. Eh bien, si les uns demandent une réduction du prix du péage, les autres dont les lieux d'hébergement sont distants de l'aéroport éprouvent des difficultés. Un reportage signé Mambiram Diouf. Situé à 47 km de Dakar, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, situé aussi à quelques kilomètres des villes de Thiès et Mbour, centralise les activités aéroportières avec les vols commerciaux. Avant de prendre le départ, ici les dernières formalités conformément à la procédure. Après l'attente. J'ai l'habitude et je suis toujours satisfaite. Tout est clean, voilà. Vu mon vol, il est à 16h et là je fais la queue pour faire l'enregistrement. Et voilà, je vais à Conakry. Loin des lieux d'hébergement, pas souvent facile, les passagers qui rallient l'aéroport pour se interroger, préférant garder l'anonymat, même si l'autoroute offre un certain confort et la rapidité dans les déplacements, le prix du péage, justement, doit être réajusté. Surtout la diminution qu'attendent ces conducteurs
de taxi qui paye 6 000 francs CFA aller-retour de Dakar à AIBD. Les prix arrêtés ne nous arrangent pas. Imaginez 13 000 francs pour la course alors que nous payons 3 000 francs le péage. Nous voulons une hausse du tarif de 13 000 à 20 000 francs CFA et une réduction du prix du péage. De Thiès à IBD, c'est 11 000 francs. Le coût du parking de même. Le parking nous revient à 1 000 francs CFA, 500 francs également pour les régulateurs, ce qui fait un total de 1 500 francs, alors que nous passons une demi-journée ici à attendre avant d'avoir un client. Il ne nous reste que 3 000 ou 4 000 francs sur ce que nous gagnons la journée. En route pour Abuja, où doit se tenir une session de la CEDEAO, le député Abdoulaye Wilane insiste sur la bonne gestion de la plateforme. Ce que nous souhaitons, c'est que le cap soit maintenu, le défi de la maintenance, de l'entretien, qui produisent des effets incontestables sur la sûreté et la sécurité de l'aéroport international Blaise Diagne, soit relevé. Des attentes en vue d'accroître le trafic et gérer au mieux cet aéroport. Les travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise dénoncent une exportation de 30 000 tonnes de sucre par le ministère du Commerce. Des affirmations balayées d'un revers de main par le ministre. Alioune Sarr soutient que la CSS n'est nullement au bord de la faillite. Au contraire, l'entreprise se porterait plutôt bien. Alioune Sarr est également revenu sur le problème d'Auchan en soutenant que les commerçants n'ont rien à craindre. Le marché local est bien protégé. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage de Fatima Tatouré. Importation de plus de 30 tonnes de sucre annoncée par la compagnie sucrière sénégalaise est une information erronée, propos tenus par le ministre du Commerce. Alioune Sarr apporte des éclaircissements. Entre septembre 2017 et octobre 2010, toute la production et l'importation de la compagnie sucrière étaient complètement commercialisées. Donc quand vous passez de 219 000 tonnes commercialisées jusqu'à aujourd'hui avoir un stock de 7 000 tonnes, ça veut dire que vous avez vendu toute votre production. Et le gouvernement accompagnera la compagnie sucrière pour commercialiser toute sa production. Donc il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque de mévente. Donc je voudrais rassurer encore une fois de plus les travailleurs de la compagnie sucrière et leur dire que le gouvernement, comme nous le faisons dans une dizaine de filières, va accompagner la filière sucre comme elle l'a toujours fait depuis 2012. Un autre point évoqué, l'implantation des supermarchés Auchan. Le ministre rassure les commerçants. Un décret a été signé par le chef de l'État pour réglementer la grande distribution et la petite activité commerciale. Donc, et naturellement, ce décret est un décret tout à fait équilibré qui permet la cohabitation dans de bonnes conditions et des grandes surfaces et des petits commerces. C'est un débat qui existe dans tous les pays qui se développent, puisque le consommateur a besoin de certains types de commerce, mais également il faut aussi garder nos traditions. Et je crois que c'est un décret équilibré et je m'en félicite. Concernant la campagne de commercialisation de l'arachide, le ministre du Commerce pose les conditions. J'ai signé avec mon collègue en charge de l'agriculture un arrêté qui fixe le prix plancher du kilogramme d'arachide, qui est à 210 francs. Et je dois rappeler que les services de commerce intérieur sont mobilisés pour aller sur le terrain et s'assurer que ce prix est respecté. Nous ne tolérerons pas que des spéculateurs cassent les prix du prix de l'arachide. Donc ça, c'est un message que je voulais adresser à tous ceux-là qui seraient tentés d'aller dépouiller les paysans en cassant les prix, en faisant du mbapat sur le prix d'arachide. Lors de son face-à-face avec les députés, le ministre du Commerce voit son budget augmenter de plus de 30 milliards francs CFA. La somme s'arrête à près de 9 milliards 700 millions francs CFA contre 6 milliards en 2018. Parlons politique à présent avec le Parti de l'Unité et du Rassemblement qui investit son candidat, le professeur Issa Sall, le 8 décembre prochain au boulevard du Centenaire. Annonce faite lors d'un point de presse tenu à Dakar. Le PUR a déjà atteint le nombre de parrains demandés et se dit prêt pour l'élection présidentielle. Sylvie Faye. Le 8 décembre 2018, c'est la date retenue par le Parti de l'Unité et du Rassemblement pour investir son candidat, le professeur Issa Sall. Un événement inédit en termes d'innovation et de communication, selon les organisateurs. Nous voulons organiser un congrès populaire, un congrès accessible à tous, un congrès ouvert à la population, à qui nous soumettons notre candidat. Souvent,
certains ont l'habitude de se cantonner dans des lieux fermés, à l'abri des regards. C'est comme si ils se cachaient. Nous, on est clair, on veut que le peuple sénégalais vienne librement à notre congrès. C'est pourquoi nous l'avons fait au centre de la capitale. Donc tous les Sénégalais peuvent accéder à notre congrès, peuvent venir librement écouter nos propositions et comparer pour pouvoir faire le meilleur choix. Et ce meilleur choix-là, c'est le PUR. Le PUR a le nombre de parrains exigés et Inch'Allah, on compte être parmi les premiers à déposer leur dossier de candidature le 11, Inch'Allah, le jour de l'ouverture du dépôt des candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Les femmes du PUR ont profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les citoyens sénégalais afin de réussir le pari de la mobilisation. Je vous invite à la cérémonie d'investiture de notre candidat du PUR le 8 décembre à Centenaire, Inch'Allah, à 15h. Nous invitons tout le monde et nous invitons tous les démocrates du Sénégal, de la diaspora, à venir assister à cette manifestation. Des milliers de personnes venant des 4 coins du Sénégal et de la diaspora, des villages les plus enclavés pour une vague déferlante en vert et blanc, les couleurs du PUR sont attendues à ce congrès d'investiture. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, sachez que la dépouille de Sidi Lamine Niasse finalement quittera la morgue de l'hôpital principal de Dakar ce vendredi matin. Elle sera accompagnée d'une délégation strictement réduite composée d'autorités et de proches. La délégation passera au siège de Walfadjri avant de rallier Kaolack. Le patron du groupe de presse va être donc enterré à Léona Niassène ce vendredi. L'actualité hors de nos frontières nous mène au Rwanda où l'activiste Diane Vigara et sa mère ont été acquittés. En France, l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes prévu ce samedi 8 décembre est redouté par les forces de l'ordre à Paris. Au Japon, des disparitions après la collision de 2 avions militaires américains. Enfin, au Canada, la directrice financière du groupe Huawei, arrêtée depuis le 1er décembre, risque d'être extradée vers les États-Unis. Et le récit de tout ceci est signé Sylvie Faye. La directrice financière du groupe chinois Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée le 1er décembre à Vancouver, au Canada. Elle risque d'être extradée vers les États-Unis d'après le département canadien de la justice. Selon une source informée de la situation, cette arrestation serait liée à une violation des sanctions contre l'Iran instaurées par Washington. Le petit souci avec cet élément, nous nous en excusions et nous n'excluons pas de vous le remettre certainement dans nos prochaines éditions. Un peu de sport avant de se quitter avec du handball, Coupe d'Afrique des Nations d'Ambraza 2018. L'équipe nationale du Sénégal est qualifiée pour les quarts de finale. Elle a signé sa 3e victoire en autant de sorties dans le groupe A en dominant ce jeudi l'Algérie sur le score de 35-22. Et pour leur dernière rencontre de poule, les Lions vont faire face à la Côte d'Ivoire. Ce sera ce vendredi à 15h. Juste avant de se quitter, rappelez donc que cette information, la dépouille de Sidi Lamine Niasse finalement, qui quittera la morgue de l'hôpital principal ce vendredi matin. La délégation sera réduite, composée strictement d'autorités et de proches. Une délégation qui passera d'abord par le siège mythique de Walfadjri avant de rallier Kaolack. Le patron du groupe de presse va donc être enterré à Léona Niassène. Voilà pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.